Disco Elysium est un jeu difficile. Ouais, ça peut paraître complètement fou de dire ça pour un jeu qui a, au final, autant à voir avec un e-book qu'avec ses contemporains en matière de RPG. Sans déconner, aller dans n'importe quelle communauté de fans, c'est toujours la même vanne qui ressort depuis sa sortie en 2019. Regardez, on va prendre Reddit, je trie par ordre de plus d'upvotes de tous les temps et je tombe sur ce même exact. Donc, quand je dis que Disco est un jeu difficile, c'est pas dans le sens qu'on a l'habitude d'employer dans le gaming, mais plutôt celui d'une lecture difficile. Alors, vous commencez déjà à le voir, c'est du texte. Énormément de texte, on est sur 1,2 million de mots au total. Vous savez ce que c'est le jeu avec le plus de texte jamais créé ? C'est Baldur's Gate 3, avec 2,5 millions de mots. Mais Baldur's Gate 3 est arrivé 4 ans après, et a probablement coûté 10 fois plus. À l'époque de Disco, 1 million de mots pour l'envergure d'un studio très neuf comme Zaum, c'est énorme. Alors, déjà, si vous aimez pas la lecture, ce que je vous raconte, ça a des grandes chances de vous rebuter. Vous n'allez pas avoir tous les dialogues du jeu en un playthrough, mais vous allez quand même sûrement vous taper l'équivalent d'un ou deux romans en y jouant. En plus, en termes de littérature, c'est pas Martine à la ferme. Vous jouez un flic amnésique et alcoolique qui doit résoudre un meurtre dans un monde qui ressemble au monde réel, mais avec des règles complètement différentes. Et c'est là, à mon sens, que réside la difficulté du titre. En fait, dans 90% des histoires, que ce soit des films, des livres ou des jeux vidéo, on essaie de poser le contexte du monde et du personnage principal à un moment au début, ce qu'on appelle l'exposition. Bon, on peut d'abord introduire l'intrigue par une scène d'action ou de mystère, sans trop expliquer quoi, mais en règle générale, une fois qu'on a atteint, disons, les 10% de la longueur du récit, on a au moins une idée d'à quoi on a affaire. Disco, il en a rien à foutre de l'exposition. La première scène du jeu, c'est un écran noir, vous parlez vos organes internes, vous vous réveillez en slip sur le sol et vous comprenez que le jeu va être un trip bien plus goofy qu'un Cluedo. Au-delà de ça et du fait que votre perso est un déchet humain et que vous vous souvenez de rien à son sujet, vous allez évoluer dans une ville que vous connaissez pas. Alors, est-ce qu'on est en France vu que tout le monde a un accent à couper au couteau ? Welcome to Rivachol. Est-ce qu'on est dans un futur post-apo vu les bâtiments en ruine et les technologies bizarres ? Ou dans un présent uchronique vu la gueule des bagnoles ? Bah en fait un peu de tout ça. Le monde de Disco Elysium est un patchwork chaotique de différentes époques, différentes régions de notre monde avec son histoire propre, dont certains événements sont inspirés, voire repris quasiment à l'identique d'événements réels, comme la Commune de Paris ou la chute de l'URSS. Et c'est un sentiment inexplicable de naviguer dans ce monde où Jésus, Bouddha et Macron sont réunis en une femme, où l'ordinateur a été remplacé par des radios, et de découvrir après 20 heures de jeu que les lois fondamentales de l'univers, comme la forme des planètes ou la réalité, sont différentes, juste parce que vous n'aviez pas pensé à poser cette question avant. À l'instar d'Outer Wilds, où le joueur est invité à explorer des ruines anciennes pour comprendre ce qui s'est passé, Disco nous invite à parler à ces personnages immensément riches pour répondre à nos questions. Et la question épineuse que vous poserez sûrement très très vite, c'est... Qu'est-ce que ce cadavre fout pendu dans la cour de l'hôtel ? Vous l'aurez compris, Disco Elysium, c'est pas un jeu pour tout le monde. C'est verbeux, c'est compliqué à suivre, et ça prend un malin plaisir à te faire tourner en bourrique. Pour vous dire, il m'a fallu 1 an entier après l'avoir testé une fois pour me lancer pleinement dedans. Et pourtant, malgré sa barrière d'entrée, Disco Elysium, c'est un de ces jeux uniques, à l'influence titanesque, qui ont ouvert toute une boîte de Pandore de possibilités aux game et narrative designers. Regardez-la maintenant. On a une pluie de successeurs spirituels de Disco qui déferlent sur PC, que ce soit des jeux indés inspirés ou carrément des revendications d'être le nouveau jeu de ses développeurs, comme pour Zero Parade de Zaum, et qui reprennent tellement d'aspects de sa diégèse qu'on a l'impression d'assister à la naissance d'un genre. Mais ça, on en reparlera dans la prochaine vidéo. Bref, si son gameplay ressemble à celui d'une liseuse Kindle, qu'est-ce qui a donné à ce jeu son statut culte ? Qu'est-ce qui le différencie de tous les RPG sur le marché ? What kind of cop are you ? Quel genre de flic es-tu ? C'est la devise promotionnelle du jeu qui, même si elle fait pas honneur à toute la profondeur que le jeu renferme, résume bien ce qu'il fait de mieux, le roleplay. En fait, quand tu construis un RPG ou un jeu de rôle sur ordi ou sur table, t'as le choix entre l'importance que tu vas donner au gameplay, donc au fun de résoudre des challenges, et au roleplay, donc le fun d'incarner ton personnage dans l'histoire. Pendant des dizaines d'années, les standards du genre comme The Witcher ou Baldur's Gate accordent autant, voire moins d'importance au roleplay qu'au gameplay. Bah oui, le RPG classique, c'est la culture du min-maxing, d'optimiser son perso pour qu'il soit le meilleur dans toutes les situations. Et c'est plutôt logique au final.
Baldur's Gate, longtemps le fleuron du RPG sur ordi, tire tout son système de Donjons et Dragons, le premier jeu de rôle sur table, un dungeon crawler rempli d'action et de combats tactiques. Et s'il est tout à fait possible de créer des moments de roleplay intenses dans D&D, plein de jeux de rôle sur table, plus concentrés sur l'aspect roleplay, sont arrivés bien après. Le paysage rôliste moderne est rempli de jeux originaux, variés, très narratifs, et Disco arrive à un moment où cette approche du roleplay d'abord, on n'est jamais vraiment arrivé à la reproduire en dehors d'une session de jeu de rôle, avec un vrai maître du jeu. L'élément le plus important dans un JDR, c'est pas les dés, c'est pas le livre de règles, c'est la fiche personnage. Parce que sa promesse la plus forte, ça a toujours été celle d'incarner un perso qu'on a façonné. Il se comporte, pense et voit le monde d'une manière différente en fonction de ce que son joueur a décidé qu'il était, à travers sa fiche, son inventaire, son alignement et évidemment ses statistiques. Alors, je vais pas passer sur toutes les stats du jeu, mais sachez donc qu'on a 4 attributs principaux. L'intellect, la psyché, le physique et la motricité, qui vont chacun donner les stats de base de vos compétences. Dans un RPG classique, les compétences, ça sert pour des lancers de dés spécialisés, qui détermineront le succès de certaines tâches. Et pour ça, Disco fait comme tout le monde. Il existe des lancers dés blancs, qui peuvent être retentés à différents moments de l'histoire pour symboliser la progression du perso, et des lancers rouges, qui sont faisables qu'une fois. Échouez un lancer rouge et vous aurez en général soit une séquence hilarante qui ridiculise votre perso pendant un court instant, soit des conséquences catastrophiques. Et parfois les deux en même temps. Mais c'est très rare que les conséquences soient irréversibles. Sauf exception, il n'y a pas vraiment de game over, parce que dans Disco, la réussite et l'échec sont mécaniquement équivalents. C'est pas un jeu tant basé sur la compétence que sur la génération d'une histoire perso, par le hasard, par vos choix et par vos compétences. Bon, ça fait un petit moment que je tourne autour du pot, et oui, il y a un éléphant dans la pièce qui fait que Disco Elysium est si différent des autres RPG. Les compétences vous parlent, et elles parlent entre elles, et vous leur répondez. En fait, chaque compétence peut faire irruption au moment d'un dialogue, représentant les pensées internes à votre personnage. Et à leur tour, d'autres compétences peuvent intervenir pour répondre, très souvent en rentrant complètement en conflit. Les compétences représentent des aspects de votre personnalité, comme votre bravoure qui vous encouragera sans cesse, mais parfois vous rendant justement trop confiant, votre côté froid et analytique qui va émettre des jugements sur tout ce qui bouge, ou encore votre empathie qui va vous pousser à essayer de comprendre et de sympathiser avec tout le monde, même le plus gros des connards que vous rencontrerez. Ce qui se passe derrière, c'est ce qu'on appelle des passive checks, des lancers dés passifs dans le jeu de rôle. C'est ce qui se passe dans une partie de Donjons et Dragons quand vous rentrez dans une pièce et que le maître du jeu se met à lancer des dés pour vous, sans forcément vous expliquer ce qui se passe. Réussissez le lancer passif avec la compétence perception et vous remarquerez le piège dans lequel vous alliez passer sans faire attention. Ratez-le et le MJ vous dira rien, il va vous laisser entrer la tête de la première dans une fosse de pique. Et de cette manière, le perso avec beaucoup de perception sera bon pour déceler les pièges, et celui qui en a pas sera pourri. Mais il aura d'autres ressources comme une bonne constitution qui lui permettra d'encaisser les coups par exemple. Le génie de Disco Elysium, c'est d'utiliser ces lancers passifs pour décider de quand vos compétences, les facettes de votre personnalité, vont faire irruption dans votre flot de pensée. Pendant un dialogue, des dizaines de ces lancers invisibles se font sans vous avertir. Et seuls ceux qui réussissent à dépasser un seuil sont autorisés à émerger de votre subconscient. Et en fait, comme ça, plus l'une de vos compétences est élevée, plus elle va vous parler. C'est pas seulement les capacités du personnage qui sont impactées, c'est carrément ses pensées. Pour vous illustrer à quel point c'est du génie, imaginez-vous une discussion avec un PNJ. Un témoin important de votre enquête, on va l'appeler Glacier, à tout hasard. Ce perso, comme tous les autres persos du jeu, il a des secrets, des trucs à cacher, il va essayer un peu de vous faire tourner en bourrique. La première fois que j'ai joué à Disco, j'avais mis tous mes points dans l'attribut psyché. En gros, c'est ce qui va représenter ton intelligence émotionnelle de détective. On a ta bravoure, ton côté spirituel, ton charme, ton autorité et ton empathie. Et en fait, avant même que mon témoin ait ouvert la bouche, mon empathie se réveille. Je suis capable en un coup d'œil de comprendre son état émotionnel, et à mesure qu'elle parle, mes compétences me permettent de déceler exactement ses mensonges, les moments où elle me cache des choses, et bien sûr les points de pression exacts où appuyer pour essayer de la manipuler et de lui soutirer des informations. Avec l'intervention de ces compétences, j'ai l'impression d'être un fin psychologue, un as de l'interrogatoire qui lit à travers les yeux de son témoin comme dans un livre ouvert. Et c'est exactement le personnage que j'ai construit, je suis trop content. Maintenant, si j'avais choisi de faire une build intelligence et motricité à la place, j'aurais carrément pu me passer ce dialogue entièrement. Parce que les infos qu'elle avait à me donner, elles étaient dans le décor juste derrière elle en fait. Et ça, j'aurais pu le voir si ma perception était assez élevée. Et j'aurais pu reconstituer la scène de crime exacte avec le pouvoir du calculus visuel.
Le calculus visuel, c'est l'une des compétences les plus stylées de Disco Elysium. C'est une compétence d'intelligence qui crée une séquence de palais mental à la Sherlock où tous les éléments à proximité s'animent comme si on était le plus grand des détectives. Et dans mon playthrough, j'en ai pas vu la couleur. Parce que mon perso était juste trop con. Il avait rien de ce détective à la Sherlock. Non, lui c'était un psy. Un très bon psy qui peut clouer un interrogatoire en 2 minutes mais qui arrive jamais à rien tirer d'une scène de crime. Et c'est qu'une fraction des trucs qu'on peut faire avec les lancers passifs de Disco. Si on a une bonne perception, on peut interagir avec des objets qu'on n'aurait jamais remarqués dans l'environnement. Ce qui fait qu'on tombe toujours sur des trucs utiles, tout le temps. Si on a mis des points en encyclopédie, on se retrouve bombardé de fun facts random et d'anecdotes historiques sur le lore du jeu, qui peuvent être utiles pour comprendre les dynamiques de pouvoir de la ville. Et si on est plutôt axé sur le physique, avec électrochimie notamment, on est bombardé de désirs charnels et d'incitations à prendre de la drogue, en plus de devenir plus résistant à ses effets. Ce système de lancer passif, il est sublimé par celui de l'inventaire. Parce que les vêtements que vous allez trouver et mettre vont vous récompenser par des bonus dans certaines compétences. Ce qui fait qu'au final, pas besoin de relancer une partie pour expérimenter un build un peu différent. Et il suffit d'acheter ses bottes de cow-boy à la fripe du coin et vous aurez l'aperçu de ce que ça fait d'avoir un charisme à toute épreuve. Même si vous avez de base l'intelligence émotionnelle d'une poêle à frire. Mais au final, même si vous vous amusez à faire des outfits différents, vous reviendrez toujours à votre build de base parce que vous avez envie d'être cohérent avec votre personnage, avec la personnalité que vous lui avez construite. Construite, c'est bien le mot, parce que l'autre grosse mécanique de Disco, le cabinet des pensées, vous permettra d'adopter des pensées qui seront chacune représentées par une de vos compétences. En plus des bonus situationnels qu'elle vous applique, ces pensées qui vont de l'idéologie fasciste ou communiste à la croyance religieuse que la fin du monde approche, oui c'est très divers, vont modifier certaines options de dialogue et parfois apporter une teinte différente à la fin du jeu. Bon, j'ai pas grand chose à dire sur cette méca à part le fait qu'il y a des conditions de déblocage généralement narratives et surtout une durée d'internalisation pour chaque pensée, comme si notre détective était activement en train de cogiter sur sa propre personnalité pendant l'intrigue. Et pendant cette durée donc d'internalisation, vous allez avoir des modifications de stats qui seront pas les mêmes que celles que vous obtiendrez à la fin. Alors ça peut être des malus qui vont rajouter un handicap avant que vous l'ayez recherché, mais ça peut aussi carrément être des bonus de stats totalement différents. Et je trouve que ça rajoute de la profondeur au gameplay sans jamais permettre de min-maxer son personnage et de rouler sur le jeu, et ça relie assez bien la narration directement à ce système de compétences. En plus d'accentuer par le gameplay cette fantaisie de jouer un flic cassé et amnésique qui essaie de reconstituer les facettes de sa personnalité. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette courte analyse de Disco Elysium, merci d'avoir regardé. Pour la prochaine vidéo, donc, je vais parler des 10 successeurs de Disco Elysium et des mécaniques qu'ils ont repris et ajouté à la formule Disco. Alors si vous êtes curieux, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça. Je m'appelle Greg et vous venez de voir le premier épisode de Ludo Inferno. A plus.